Imagine un tuyau de l'épaisseur de ton bras posé au fond de l'océan, à 300 mètres de profondeur, dans l'obscurité totale. Pendant 20 ans, du pétrole a coulé à l'intérieur. Et maintenant, il faut le sortir, le découper et le nettoyer au point qu'il ne reste pas une seule molécule de poison. Moins de 20 usines au monde savent faire ça. Je suis dans l'une d'entre elles. Ici, on coupe l'acier à 20 000 degrés, on lave les tuyaux à l'acide, et les ouvriers portent des combinaisons qui ressemblent à des scaphandres. C'est l'un des métiers les plus dangereux de l'industrie. Et tu vas voir pourquoi. Un oléoduc marin, c'est un tunnel d'acier d'1 mètre de diamètre couché au fond de l'océan à 200, 300, parfois 500 mètres de profondeur. Du pétrole, du gaz, des liquides chimiques ont coulé à l'intérieur. Longueur de 10 à 40 km. Certains sont restés en mer 20 ans, d'autres 30. Quand ils vieillissent, on les retire. Mais extraire un truc pareil du fond, ce n'est pas comme pêcher un poisson. Ça demande des mois de préparation. Des plongeurs descendent au fond, photographient le tuyau, le mesurent, vérifient son état. Ensuite, les ingénieurs décident à quelle longueur le couper. Les tronçons font 50, 70, parfois 100 mètres. Chaque morceau pèse entre 20 et 40 tonnes. Pour te donner une idée, c'est le poids de 10 voitures en un seul tronçon de tuyau. Quand un tronçon sort de la mer, il ressemble à quelque chose d'un film d'horreur. À l'intérieur, de l'eau de mer, un sédiment épais, des résidus de pétrole et de produits chimiques en décomposition depuis des années. Ce mélange est toxique, inflammable, explosif. Et c'est avec ça qu'il faut travailler presque à main nue. Enfin, presque. Le nettoyage commence dans un réservoir immense, une sorte de baignoire spéciale où on place le tuyau. L'eau est chauffée à 60-70 degrés. L'eau chaude dissout la saleté, les vieux sédiments, tout ce qui s'est accumulé pendant 20 ans. Le tuyau y reste plusieurs jours. Les ouvriers le retournent régulièrement, changent l'eau. C'est comme faire tremper une poêle brûlée, sauf que la poêle pèse 30 tonnes et qu'elle est remplie de poison. Et là, ça devient flippant. Le nettoyage mécanique. Mais avant que quiconque entre dans le tuyau, ventilation. Des ventilateurs puissants poussent de l'air à travers le tuyau pendant plusieurs jours pour chasser les gaz toxiques. Ensuite, des capteurs mesurent le niveau d'oxygène et la concentration de gaz. Tout doit être sans danger. Quand le feu vert est donné, on envoie des brosses mécaniques à l'intérieur. C'est une tête rotative avec des brosses en fil métallique qui tournent à 10 000 tours par minute. Imagine une brosse à dents géante qui gratte la corrosion, la vase et la saleté incrustées sur les parois internes. Les copeaux, la limaille de métal, toute cette crasse est expulsée dans un bac de récupération. Le bruit ressemble à une meuleuse dans un espace confiné. Ensuite vient le nettoyage hydroabrasif. De l'eau sous une pression de 800 à 1000 mégapascales frappe la surface intérieure du tuyau. Pour te donner une idée, cette pression peut broyer du béton armé. Les ouvriers en combinaison de protection se tiennent à côté de la pompe, qui peut te blesser sans la toucher, juste par le rebond du jet. L'eau fait exploser la saleté insoluble, les restes de revêtements époxy, tout ce qui collait aux parois. Mais attends, c'est pas fini. Si l'oléoduc avait un revêtement interne en résine époxy pour la protection contre la corrosion, il faut aussi l'enlever. Et là, c'est le sablage qui entre en scène. Le tuyau est placé dans une chambre spéciale où du sable fin ou des microbilles de verre volent à 150 mètres par seconde, plus vite que le son. Ils arrachent le revêtement couche par couche.
Les ouvriers dans cet atelier portent des combinaisons qui ressemblent vraiment à des scaphandres. Le bruit est comparable à celui d'un réacteur. On ne communique que par radio. Le nettoyage abrasif peut durer des heures et sur les gros tuyaux, des jours. Quand le nettoyage est terminé, le tuyau passe au scanner à rayon X. On vérifie la profondeur de la corrosion dans les parois. Si la corrosion est trop profonde, le tuyau part à la casse. Si c'est normal, il est prêt pour l'étape suivante. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. La découpe. Les oléoducs marins ont des parois de 9 à 15 mm d'épaisseur. C'est de l'acier qui a passé 20 ans dans l'eau salée, devenu fragile mais toujours solide. Le couper, c'est un risque. Si la scie se bloque, la pression peut faire éclater le tuyau. Une étincelle près de résidus de gaz, explosion. La première méthode, c'est la découpe manuelle à l'oxygène. L'ouvrier tient un chalumeau avec un mélange oxygène-acétylène. Température de la flamme, 3000 degrés Celsius. Imagine, tu es debout, tu tiens dans tes mains quelque chose de plus chaud que la lave et tu coupes de l'acier qui peut craquer à tout moment. Une erreur, brûlure, blessure ou pire. Si tu as un boulot où tu es assis derrière un bureau, écris « Merci » dans les commentaires et abonne-toi. La deuxième méthode, c'est la découpe plasma. La torche à plasma génère un arc électrique à 20 000 degrés Celsius. 20 000. Pour comparaison, la surface du Soleil est à 6 000. La torche tranche l'acier comme un couteau chaud dans du beurre. Les ouvriers restent à distance et la dirigent avec un manipulateur hydraulique. Les étincelles volent de partout, comme un feu d'artifice. C'est beau, c'est mortellement dangereux. Le moment le plus effrayant, c'est quand la torche arrive sur les soudures. À ces endroits, l'acier est plus fragile, il reste des tensions de la soudure d'origine. Les gens gardent plusieurs mètres de distance, parce que si quelque chose tourne mal, les éclats de métal partent à la vitesse d'une balle. Le temps de découpe dépend du diamètre. Un tuyau d'un demi-mètre de diamètre, 2 à 3 heures. 2 mètres, déjà plusieurs jours. Parce que seule une poignée de spécialistes au monde travaillent avec de telles dimensions. Après la découpe, le morceau est soulevé par une grue, poids jusqu'à 50 tonnes. Le bord découpé est tranchant comme un rasoir, brûlé, encore chaud à environ 100 degrés. Des manipulateurs spéciaux le soulèvent avec précaution pour éviter tout contact avec le reste de l'équipement. Ensuite, ces morceaux partent à l'entrepôt. Une partie va au four pour être fondue en acier neuf. D'autres, si leur état le permet, sont transformés en nouveaux tuyaux pour d'autres projets. Pourquoi moins de 20 usines sur la planète font ce travail ? L'équipement coûte des millions. Système hydroabrasif, torche à plasma, équipement de sécurité. Aucune usine ordinaire ne peut se le permettre. Les spécialistes sont formés pendant des années et dans le monde, il y en a très peu. Nettoyer et découper un seul tronçon de tuyau d'1 mètre de diamètre et 50 mètres de long coûte entre 10 et 50 000 euros. Et surtout, le danger. Un accident et l'usine ferme, définitivement. Et pourtant, ces gens descendent chaque jour dans l'atelier, enfilent leurs scaphandres, prennent la torche à plasma et découpent ce qui reposait autrefois au fond de l'océan. Parce que quelqu'un doit le faire. Abonne-toi si tu veux voir comment fonctionnent les métiers les plus dangereux de la planète. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre,
Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication, c'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde, la continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent, mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage. Maintenant, notre serpent épais et chaud
doit subir une cure d'amincissement. Et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement. Ces orifices s'appellent des filières et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre micro-fissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital. Cet objet pèse plusieurs tonnes. Il fonctionne sans interruption, pendant des décennies.
et vous n'y avez jamais consacré une seule seconde de réflexion. Pourtant, à cet instant même, il pompe l'eau dans votre ville, ou du pétrole quelque part sous terre, ou de la boue sur un chantier. La pompe industrielle, c'est le cœur de l'infrastructure, qui bat là où l'homme est rentré chez lui depuis longtemps. Mais comment la fabrique-t-on au juste? Par où commence ce monstre? La réponse se trouve là où on ne l'imaginerait pas, dans un entrepôt crasseux, avec des montagnes de ferraille rouillées. Et le chemin de cette ferraille jusqu'à la pompe achevée, c'est toute une épopée de feu, de milliers de degrés et de précision au centième de millimètre près. Ne partez pas, il y a un moment que vous n'allez vraiment pas voir venir. Tout commence non pas dans un atelier rutilant, mais dans un entrepôt immense et légèrement rouillé où s'amoncellent des montagnes de métal. Le matériau principal de nos futurs cœurs, la fonte. Pas n'importe laquelle, une fonte spéciale, à haute résistance. Elle arrive ici sous forme de lingots massifs et lourds qui attendent leur renaissance dans le feu. À côté reposent des ferrailles, vieilles pièces, restes de coulées antérieures. Tout cela constitue la matière première. Une grue géante équipée d'un énorme électroaimant semblable à une soucoupe volante s'abat dans un fracas sur ce tas, saisit plusieurs tonnes de métal et les emporte vers la gueule de notre premier monstre, le four à induction. Préparez-vous maintenant à la fournaise. Le four à induction est essentiellement un creuset géant entouré de puissantes bobines de cuivre. Lorsque la grue y déverse des tonnes de métal froid et que l'opérateur enclenche le courant, il se produit quelque chose d'incroyable. Un champ électromagnétique intense traverse le métal et commence à le chauffer de l'intérieur. Sans flamme, sans fumée, le métal se met à vibrer, à rougir, et en 1 heure ou 2, toute cette masse se transforme en un lac bouillonnant et aveuglant de fonte liquide à plus de 1400 degrés Celsius. Dans ce bain de fusion, tel un chef cuisinier, on ajoute des épices, des éléments d'alliage, pour lui conférer la résistance et la résistance à la corrosion requise. Pendant que le métal fond, dans une autre partie de l'atelier appelée salle de moulage, un véritable art prend forme. C'est ici que l'on crée le négatif de notre future pompe. La base, un sable spécial, extrêmement fin, mélangé à des résines. On commence par fabriquer en bois ou en plastique un modèle exact de la pièce de pompe, par exemple son corps massif en forme d'escargot. Ce modèle est ensuite recouvert de sable dans de grandes caisses métalliques appelées châssis de moulage. Le sable est soigneusement tassé jusqu'à durcir comme de la pierre, épousant fidèlement chaque courbe du modèle. Le moule est alors démonté, le modèle retiré, et il nous reste une cavité à l'intérieur du bloc de sable. L'empreinte parfaite de notre pièce. C'est un travail d'une minutie incroyable, car la qualité de ce moule détermine la précision de la future coulée. Et voilà l'instant culminant. Une gigantesque poche, remplie de milliers de kilos de feu liquide aveuglant, s'approche lentement de notre moule de sable. Les fondeurs, vêtus de combinaisons réfractaires argentées qui évoquent des scaphandres, inclinent prudemment la poche et un puissant torrent de métal en fusion s'écoule par un orifice spécial du moule appelé système de coulée. Le spectacle est envoûtant. Un fleuve de soleil emplit les ténèbres du moule, grésille, projette des gerbes d'étincelles. Il faut couler vite et uniformément pour éviter que des bulles d'air ne se forment à l'intérieur. Une fois le moule rempli, on le laisse refroidir. Et ce ne sont pas des heures, mais des jours. Cette masse énorme de métal enfouie dans le sable doit refroidir très lentement afin d'éviter les tensions internes.
Quelques jours plus tard, lorsque tout a refroidi, vient le moment de la naissance. Dans un fracas de tonnerre et des nuages de poussière, on brise le moule de sable et notre pièce voit le jour. Noire, rugueuse, recouverte d'une couche de sable durci et de calamine. Elle n'est pas encore belle, hérissée de restes de métal provenant des canaux de coulée. Ce n'est qu'une ébauche pesant plusieurs tonnes. On l'envoie d'abord dans une chambre de grenaillage, où elle est bombardée de tous côtés par des millions de minuscules billes d'acier qui décapent toute la crasse et lui confèrent une surface propre et mate. Puis les ouvriers, armés de torches à plasma et de meuleuses, découpent tout le superflu. Notre pièce moulée, désormais propre mais encore imprécise, pénètre alors dans le royaume de la précision, l'atelier d'usinage. Ici règnent de gigantesques machines à commande numérique. Une grue immense dépose notre corps de pompe sur la table d'une fraiseuse grande comme une pièce. Et la machine s'éveille. Une énorme fraise tournant à vitesse folle entame sa danse. Dans un sifflement et un grincement, elle enlève couche après couche, millimètre après millimètre, transformant la surface grossière en une perfection lisse. Elle taille les logements de roulement, les brides pour les tuyaux, les trous de fixation, tout avec une précision au centième de millimètre près. C'est comme le travail d'un sculpteur, sauf qu'au lieu d'un ciseau, c'est une fraise, et au lieu du marbre, plusieurs tonnes de fonte. Pendant que le corps s'usine sur d'autres machines, on tourne dans de l'acier inoxydable ou du bronze la pièce maîtresse de la pompe, la roue à aube ou impulseur. C'est une pièce complexe aux pales incurvées, dont la forme est calculée avec une précision aérodynamique. C'est elle qui mettra le liquide en rotation et créera la pression. Lorsque toutes les pièces sont fabriquées et ont passé un contrôle qualité rigoureux, commence l'étape finale, l'assemblage. Ce n'est plus un atelier bruyant, mais une zone propre et lumineuse, qui ressemble à une salle d'opération. Des monteurs chevronnés, tels des chirurgiens, commencent à assembler notre géant. Dans le corps massif, ils installent l'arbre, y montent des roulements de la taille d'une assiette, fixent la roue de travail, posent les joints d'étanchéité qui empêcheront le liquide de s'infiltrer. Chaque boulon est serré avec une clé dynamométrique spéciale, selon un couple de serrage précisément défini. Après l'assemblage, chaque pompe est envoyée sur un banc d'essai. C'est son examen de sortie. On la raccorde aux canalisations, on la remplit d'eau et on la met en marche. Des dizaines de capteurs enregistrent pendant plusieurs heures tous les paramètres. Pression, débit, vibration, température des roulements. Ce n'est que si tous les indicateurs correspondent parfaitement au calcul que la pompe obtient son certificat de qualité. Et le certificat de qualité de cette chaîne, ce sont vos abonnements. Alors appuyez sur le bouton s'abonner et restons en contact. Et la touche finale, la peinture. Une fois prêt et testé, le moteur-pompe reçoit plusieurs couches d'une robuste peinture époxy, généralement d'un bleu vif ou d'un rouge éclatant. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une carapace épaisse et fiable qui le protégera de la corrosion pendant des décennies. Et voilà qu'après ce long et complexe parcours, depuis le métal en fusion dans le four jusqu'à cette dernière couche de peinture, naît ce cœur d'acier. Il est prêt à rejoindre son poste de travail pour pomper, en silence et à l'abri des regards, pendant des années sans interruption, l'eau, le pétrole ou les boues. Discret, mais absolument irremplaçable dans notre monde moderne. Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant,
Presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux, à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions, les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique.
On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers, issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence. Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres. Température, pression, débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie.
La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison: vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne. Qu'est-ce qui peut écraser du métal comme s'il s'agissait de pâtes à modeler tiède? Une machine dont la force dépasse le poids de villes entières. Sa pression équivaut à une armée d'éléphants d'acier, empilés les uns sur les autres. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi l'humanité a-t-elle créé un tel monstre capable de défier les lois de la physique? Le secret de cette presse est enfoui plus profondément encore que ses fondations, qui s'enfoncent dans le sol sur des dizaines de mètres. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez un fait qui bouleversera votre vision de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais qu'est-ce que cela représente réellement? 80 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 80 000 voitures de tourisme compressées en un seul point, ou de la pression qu'exercerait une armée entière d'éléphants gigantesques se tenant les uns sur les autres. Ce colosse d'acier, mis en service en 2013, est la presse de forgeage la plus puissante au monde, surpassant toutes les réalisations antérieures. C'est un véritable géant qui atteint la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Sa base s'enfonce profondément dans le sol, tandis que sa partie supérieure s'élance vers le ciel, tel un gratte-ciel industriel. On dirait une machine tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est absolument réelle et accomplit chaque jour son travail extraordinaire. Cette presse est conçue pour l'estampage de pièces exceptionnellement volumineuses et complexes, essentielles au secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Il peut s'agir d'immenses panneaux pour des fuselages de fusées, d'éléments massifs d'ailes ou de fuselages d'avions, de composants de turbines pour centrales électriques, ou encore d'équipements pour réacteurs. L'histoire de ces presses géantes constitue une véritable épopée, étroitement liée à l'époque de la guerre froide. C'est précisément lorsque les États-Unis et l'URSS se livraient une compétition acharnée pour la domination dans la course spatiale et l'industrie militaire qu'est apparue la nécessité de structures métalliques ultra résistantes et monoblocs. Les Américains furent les premiers à construire des presses d'une puissance de 50 000 tonnes, leur permettant de créer de grandes pièces aéronautiques sans soudure, ce qui améliorait considérablement la fiabilité. L'Union soviétique ne tarda pas à répliquer, en créant une presse encore plus puissante de 75 000 tonnes, devenue elle aussi une légende de la pensée ingénieuse. Ces titans de leur époque représentaient le summum des technologies métallurgiques, symbole de la supériorité technique et de la puissance industrielle des superpuissances. Il s'agissait de véritables monstres, capables de façonner le métal avec une force qui semblait presque impossible.
Mais la presse chinoise moderne a battu tous ses records, surpassant même le géant soviétique. Elle est capable d'écraser le métal, avec une force littéralement surhumaine. Sous cette presse, des ébauches métalliques chauffées à blanc, dont la masse peut atteindre des centaines de tonnes, c'est comme plusieurs dizaines de camions compressés en un seul morceau de métal, s'aplatissent comme de la pâte à modeler molle. Le métal, chauffé jusqu'à briller d'un éclat rouge ou jaune, subit une pression incroyable. Il ne se déforme pas simplement. Il s'écoule sous l'action de cette force colossale, lentement mais inexorablement, pour prendre la forme souhaitée, préalablement conçue. Ce n'est pas de la coulée, c'est du forgage, un procédé qui renforce la structure du métal, le rendant plus dense et plus résistant que n'importe quelle pièce moulée. C'est précisément cette capacité, fabriquer des pièces forgées monoblocs de dimensions gigantesques, qui constitue l'avantage principal et la caractéristique déterminante de telles presses. Imaginez, vous pouvez obtenir une grande poutre pour l'aile d'un avion ou un élément de coque de réacteur sans la moindre soudure. Les soudures, aussi qualitatives soient-elles, représentent toujours des points de faiblesse potentiels dans les structures métalliques. Elles peuvent constituer des zones de concentration de contraintes, de fissures ou de corrosion. Dans les composants d'importance critique, où le prix de l'erreur peut être catastrophique, par exemple dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou dans une fusée spatiale, l'absence de soudure n'est pas simplement souhaitable, elle est absolument indispensable. Les pièces forgées monoblocs, formées sous une telle pression, possèdent une résistance inégalée, une structure homogène et une fiabilité maximale. Elles constituent le fondement pour la construction d'avions supersoniques, de fusées ultra puissantes, de vaisseaux spatiaux et de réacteurs nucléaires sûrs. Pour installer une presse d'une telle puissance, il a fallu construire non pas simplement des fondations, mais un véritable iceberg souterrain. La structure principale de la presse est enfouie profondément dans le sol, car les forces colossales qui s'exercent durant le forgeage génèrent des vibrations incroyables qu'il faut absorber. C'est comme bâtir les fondations d'un gratte-ciel, mais dans l'ordre inverse, en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des dizaines de mètres. L'installation même d'un tel équipement constitue une opération logistique plus complexe que le lancement d'une fusée spatiale. Les pièces de la presse arrivaient sur place par centaines, puis elles étaient assemblées sur site à l'aide de grues géantes et d'équipes d'ingénieurs qui travaillaient pendant des années. Par ailleurs, la force d'une presse de 80 000 tonnes ne représente pas simplement une pression, mais une transformation contrôlée du matériau au niveau microscopique. Sous une telle influence, la structure cristalline du métal se modifie. Les grains deviennent plus fins et plus denses, ce qui lui confère des propriétés mécaniques exceptionnelles. C'est comme améliorer le métal jusqu'à son niveau maximal. Il est également intéressant de noter que le fonctionnement d'un tel géant nécessite une quantité colossale d'énergie. Ce n'est pas simplement brancher une prise. Pour assurer le fonctionnement des pompes hydrauliques et maintenir une pression stable, il faut une centrale électrique puissante. Les systèmes de refroidissement, qui évacuent la chaleur du fluide hydraulique, sont tout aussi essentiels, car sous de telles charges, l'huile peut monter considérablement en température. Il s'agit d'un véritable écosystème d'ingénierie, où chaque élément joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Comme nous l'avons évoqué précédemment, plutôt que de souder de nombreuses petites plaques métalliques, la presse permet de créer une part importante de l'enveloppe à partir d'un seul bloc de métal. Cela rend la structure plus légère, plus résistante et davantage capable de supporter la fatigue des matériaux. Bien que la presse ne façonne pas les petites aubes de turbines, elle peut former de grands éléments de carter de turboréacteurs, capables de résister à des pressions et températures élevées.
Au-delà du secteur aérospatial, où chaque kilogramme de poids et chaque millimètre de fissure peuvent avoir des conséquences catastrophiques, cette presse forge également des composants pour l'énergie nucléaire et thermique. Il peut s'agir de couvercles et d'enceintes ultra résistants pour les réacteurs, d'éléments de turbine, de générateurs et d'autres équipements fonctionnant sous pression extrême, à haute température et en milieu radioactif. Ici, l'intégrité et l'absence de défauts ne sont pas simplement une question d'efficacité, mais une question de sécurité pour des régions entières. On y fabrique également des arbres et des rotors pour les grands navires et les machines industrielles. Les installations de turbines géantes sur les navires de haute mer ou dans le secteur énergétique nécessitent des arbres ultra résistants, capables de supporter d'énormes couples de rotation et des charges de torsion colossales. Les pièces forgées produites sous une telle presse sont parfaitement adaptées à ces usages. Ce monstre d'acier flottant pèse 100 000 tonnes et tire son énergie d'un réacteur nucléaire. Comment les soudeurs américains assemblent-ils le plus grand navire de guerre de la planète? Découvrez-le dans notre émission d'aujourd'hui. Je me tiens sur un pont dont la longueur dépasse 300 mètres et cette construction évoque l'édification d'une ville verticale qu'on aurait ensuite simplement couchée sur l'eau. Chaque élément se mesure ici en hectares d'acier et la longueur totale des soudures pourrait faire le tour du globe plusieurs fois. Aujourd'hui, nous suivrons le parcours depuis la première plaque d'acier jusqu'à la mise à l'eau finale de ce titan. Nous nous trouvons dans un chantier naval de Virginie. C'est le seul endroit capable de construire quelque chose d'aussi massif. Le navire Gerald Ford représente un véritable défi d'ingénierie. Commençons par ceci. Ce porte-avions est assemblé à partir de modules distincts appelés superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier, chacun pesant jusqu'à 1000 tonnes. Lorsque vous observez un tel bloc, vous comprenez qu'aucune grue ordinaire au monde ne pourrait le soulever. C'est pourquoi on utilise ici la plus grande grue de l'hémisphère occidental, que les ouvriers surnomment le Grand Bleu. Elle est capable de soulever une charge de 1500 tonnes aussi aisément que nous soulevons un verre d'eau. La construction de ce porte-avions peut se comparer à l'édification d'une zone industrielle entière, qui doit être à la fois robuste, mobile et totalement autonome. Le navire se compose de 100 000 tonnes d'acier blindé, spécialement conçu, capable de résister à des contraintes statiques et dynamiques colossales. Chaque feuille de ce métal passait par un système de presse et un traitement thermique afin d'obtenir une structure moléculaire qui ne se fissure pas aux températures extrêmement basses des mers nordiques. Ce n'est pas de la construction au sens habituel du terme, mais de l'ingénierie mécanique complexe, où le coût du projet atteint 13 milliards de dollars. Une telle somme s'explique non seulement par les volumes de métal, mais aussi par la concentration de haute technologie au mètre carré. À l'intérieur de la coque d'acier se trouvent des catapultes électromagnétiques et des installations nucléaires qui nécessitent une protection particulière. Ce prix colossal reflète le travail de dizaines de milliers de spécialistes qui, pendant 8 ans, ont assemblé cet ouvrage à partir de modules séparés, transformant des tonnes de matières premières en l'actif militaire le plus cher et le plus puissant au monde. Le processus de transformation de feuilles d'acier plates en contours courbes de la gigantesque coque du porte-avions commence dans l'atelier, où le métal est soumis à une pression extraordinaire. Ici, on travaille avec des plaques de blindage spéciales d'une épaisseur impressionnante, atteignant 20 cm dans les parties les plus vulnérables du navire. Il ne s'agit pas d'un simple métal, mais d'un alliage à limite d'élasticité extrêmement élevée, conçu pour que la coque ne se déchire pas sous le puissant choc hydrodynamique en cas d'impact de torpille. Travailler un tel matériau exige un équipement qui constitue en soi une prouesse d'ingénierie. Les plaques d'acier passent d'abord par des installations de découpe plasma et laser.
Ce sont d'immenses tables, où des découpeurs informatisés détaillent avec une précision chirurgicale les éléments du futur blindage. La température au point de découpe est si élevée que l'acier se vaporise instantanément, laissant un bord parfaitement net. Mais la vraie difficulté commence lorsqu'il faut donner à ce blindage épais la courbure voulue. On utilise alors des rouleaux hydrauliques géants, 3 ou 4 cylindres d'acier massif qui tournent sous le contrôle de pompes ultra puissantes. Lorsqu'une telle plaque de plusieurs dizaines de tonnes entre dans les rouleaux, l'atelier se remplit d'un grondement sourd. Le métal résiste, mais une pression de milliers de tonnes le contraint à plier. Les ingénieurs contrôlent en permanence le rayon de courbure à l'aide de gabarits laser. Chaque plaque doit correspondre exactement au modèle tridimensionnel de la coque, car même un écart de 3 mm rendrait impossible un assemblage parfait avec les autres modules. Si le blindage est mal cintré, sa tension interne peut devenir un point critique lors d'une tempête ou d'un engagement au combat. Cela est particulièrement important pour la partie inférieure du navire, où le double fond doit être parfaitement étanche et capable d'absorber l'énergie d'une explosion sous-marine. Après le cintrage, chaque pièce subit un contrôle par ultrasons pour détecter les micro-fissures susceptibles d'être apparues lors de la déformation. C'est un processus épuisant et lent, où l'on ne parvient à traiter que quelques plaques par équipe, mais c'est précisément avec ces morceaux d'acier parfaitement courbés que se construit le blindage monolithique qui protégera le cœur nucléaire du porte-avions pendant les 50 prochaines années. La construction du porte-avions Gerald Ford diffère radicalement de la construction navale classique du siècle dernier. Ce navire n'est pas assemblé plaque après plaque ou tôle après tôle, directement en cale sèche. Les ingénieurs utilisent plutôt une stratégie d'assemblage modulaire, qui rappelle davantage la création d'un jeu de construction gigantesque pour Titan. Toute la coque est divisée en sections fonctionnelles distinctes que l'on appelle à l'usine des superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier dont chacun peut atteindre la hauteur de 3 ou 4 étages. Le poids d'un seul de ces modules varie entre 900 et 1000 tonnes. Concrètement, les ouvriers construisent des sections entières de la ville, avec toutes leurs cloisons intérieures, leurs tronçons de tuyauterie et leurs chemins de câbles, dans des ateliers fermés, où le métal n'est exposé ni au vent ni à la pluie. Cela permet d'atteindre une qualité de soudure et d'assemblage qui serait impossible en plein air. Quand le superbloc suivant est prêt, commence la phase la plus délicate de l'opération. Entre alors en scène le chef technique de ce chantier naval, une grue géante officiellement baptisée le Grand Bleu. C'est une structure colossale qui domine tout le littoral de Virginie. Sa capacité de levage atteint 1500 tonnes, ce qui en fait l'une des grues les plus puissantes de la planète. Lorsque cet engin soulève une montagne d'acier d'1 million de kilogrammes, on a l'impression que les lois de la gravité ont momentanément cessé de s'appliquer. Le cube d'acier se détache lentement du sol et glisse au-dessus de la partie sèche du dock, masquant le ciel. C'est le moment de tension maximale pour toute l'équipe, car sous la grue se trouvent des centaines de personnes et une partie déjà assemblée de la coque dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Le plus incroyable dans ce processus, c'est la précision. Bien que la grue soutienne une charge équivalente au poids de 3 gros avions de ligne, elle doit déposer ce bloc sur la coque avec une précision millimétrique. Les ingénieurs utilisent des systèmes de guidage laser et des capteurs numériques pour contrôler chaque micron de mouvement. 1000 tonnes d'acier doivent se poser parfaitement en place pour que les bords de soudure s'alignent sans le moindre espace. Si le bloc se décale ne serait-ce que d'1 centimètre, cela déclenchera une réaction en chaîne d'erreur sur l'ensemble de la coque. Et les modules suivants ne pourront tout simplement pas s'emboîter. Les ouvriers qui se trouvent à l'intérieur de la cale, à l'aide de talkies-walkies et de gestes, corrigent les mouvements du grutier jusqu'à ce que l'acier touche l'acier. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.